Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour ce temps d'échange, ce moment de partage entre nous. C'est l'OPCO qui va réaliser l'animation de ce temps de partage, ce temps d'échange. Pour ma part, Philippe Fagot, je suis responsable des actions territoriales au sein de l'OPCO-EP pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis donc David Perret, conseiller à l'OPCO-EP dans l'Allier notamment, et en tandem sur cette opération donc de webinaire liée à la transition énergétique et écologique avec Philippe Fagot. Ce soir, nous poursuivons notre réflexion sur l'entreprise et notamment la petite entreprise, la TPE, face aux enjeux du développement durable dans l'entreprise. Le thème de ce soir ne déroge pas à notre règle habituelle, notre sujet habituel. Les entreprises face aux défis climatiques, différents scénarios de changement. Lequel sera le vôtre? Agir, oui, bien sûr, mais avec un cadre et une méthode, c'est quand même mieux. Le programme de l'heure que nous allons passer ensemble s'organise en différentes séquences que certains connaissent déjà. Une introduction qui va être faite tout de suite après, une intervention d'un expert et d'un grand témoin, je les remercie dès à présent de leur mobilisation, la présentation de l'offre de service de l'OPCO-EP, une conclusion et enfin un sondage qu'on vous enverra plus tardivement pour nous permettre de mesurer l'intérêt de ces initiatives. Vos questions dans l'espace conversation, nos échanges à plusieurs reprises tout au long de notre heure d'échange et de débat. Je vous rappelle, avant d'aller plus loin, que ce webinaire fait partie d'une série de 9 webinaires, et cette série de 9 webinaires étant une action d'un projet beaucoup plus général que nous conduisons depuis 2023 en matière de transition écologique, énergétique dans les TPME, de la sensibilisation à l'action. Et cette opération est portée par la CPME en Auvergne-Rhône-Alpes, l'U2P en Auvergne-Rhône-Alpes et l'OPCO-EP est cofinancé par l'État qui est très engagé dans l'accompagnement du monde économique dans ce virage sociétal. Je vais maintenant passer la parole à Cyril Amprineau et Bertrand Fayet, secrétaires généraux respectifs de la CPME et de l'U2P en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à vous, messieurs. Bertrand, si ça ne te dérange pas, je vais dire un mot. D'abord pour vous saluer toutes et tous, vous remercier de votre présence et de participation dans une journée qui est particulièrement compliquée. On apprécie d'autant plus que vous ayez pris un petit peu de temps pour réfléchir ensemble de façon collaborative à un sujet majeur. Hein. Saluer les équipes de l'OPCO-EP et les remercier pour le formidable travail qu'elle réalise auprès des entreprises sur cet important sujet de la transition écologique énergétique et saluer mon ami Bertrand, avec qui on a le plaisir de collaborer depuis maintenant quelques années. Juste un mot très très court pour vous dire que c'est sans hésiter, il y a à peu près 18 mois de ça, que la CPME Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée avec l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes et l'OPCO-EP, que vous connaissez, pour sensibiliser, informer et accompagner les entreprises, en particulier les plus petites, sur cette question de la transition écologique énergétique. D'abord parce que nous sommes convaincus, j'allais dire de longue date, au regard des travaux qui sont produits, scientifiques, qui sont incontestables, du fait que c'est un phénomène massif qui est déjà à l'œuvre, qui existe et qui est devant nous. Et donc que chaque acteur a sa part de responsabilité, mais surtout a des leviers d'action pour contribuer à changer la donne. Mais nous, on considère, et c'est pour ça que cette démarche nous a particulièrement intéressés, qu'il y a deux visions des choses. Il y en a une qui est de créer des normes, qui est d'opposer les uns aux autres, de pointer des responsabilités, de mettre en place une écologie un peu punitive, mettre des sanctions financières. Et il y en a une autre, qui est celle qu'on prône, qui est l'écologie de l'initiative, de l'expérience, des solutions. Et nos entrepreneurs,
donc vous, ne sont jamais aussi bons que quand on leur laisse la liberté d'entreprendre, y compris en la matière, et surtout, parce que c'est ça qui est le plus compliqué, mais vous vous débrouillez très bien, de faire conjuguer écologie et économie, c'est-à-dire d'introduire dans le cadre des contraintes du marché, puisque c'est la réalité de marché par rapport à vos clients et à vos partenaires, des dimensions écologiques qui permettent d'être en phase avec ses valeurs, ses engagements, mais également de permettre de délivrer le meilleur service avec le moindre impact écologique. Ce soir, c'est un thème très global et tout l'enjeu, et merci aux intervenants par avance, c'est d'arriver sur un thème aussi global à proposer quelques clés très concrètes d'action permettant de pouvoir agir à son niveau sur cette question importante du changement climatique. J'ai en tête, moi, simplement un sujet, mais il y en a plein d'autres, c'est la question de l'eau, dont on voit déjà, été après été, la question du stress hydrique, qu'elle a déjà un impact majeur sur l'activité des entreprises, et notamment de celles qui consomment le plus de la ressource eau, je pense aux entreprises de certaines industries, l'agroalimentaire en particulier, qui nécessitent d'avoir une bonne compréhension et une autre approche du phénomène climatique, pas simplement théorique, pour pouvoir, encore une fois, introduire dans ses activités, dans ses plans d'activité, les meilleures approches possibles, permettant à la fois d'agir pour le bien de la planète et puis pour le bien de son entreprise. C'est en un mot, permettre, ce qui est toujours une gageure, de conjuguer la fin du mois et la fin du monde. Bon webinaire à tous. Merci Cyril. Bertrand? Oui, alors bien sûr, bonsoir à tous. Je partage tout ce que vient de dire Cyril. La transition écologique, on en parle, enfin, vous en entendez parler énormément, beaucoup. On parle beaucoup des obligations pour les grandes entreprises, c'est beaucoup plus compliqué pour les TPE. Alors pour l'UDP, c'est essentiellement les artisans, les professions libérales. Mais la question que se posent les chefs d'entreprise, c'est comment s'impliquer, comment agir. Et en fait, on voit que vos actions, elles interviennent par l'adhésion, la conviction, et puis par la volonté. Et puis c'est la somme de toutes ces actions, de ces entreprises, qui a vraiment de l'effet, en tout cas pour notre région, puisque les TPE que nous représentons, c'est quand même 2/3 des entreprises de la région. Donc chaque action est utile, et en plus chaque action peut se faire dans l'intérêt de l'entreprise. Et ce qu'on voit aussi, c'est le partage des expériences, et c'est tout le but de ces webinaires, et notamment de ce webinaire-là, de prendre les bonnes idées, de choper tout ce qui se fait de bien, et de se dire, et de se poser la question de comment les transposer dans son entreprise. Donc merci à tous pour votre participation, et on va rentrer dans le dur dès maintenant. Merci pour ces introductions qui portent notre sujet et vont porter très certainement nos deux intervenants. Le micro a été coupé pour Philippe, mais on accueille donc Delphine Drevet et Aurélie Crespin. On vous laisse vous présenter, peut-être Delphine d'abord. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc Delphine Drevet, donc je suis bénévole pour une association qui s'appelle les Shifters. Donc on est environ 20 000 aujourd'hui bénévoles au sein de cette association qui a un lien étroit avec un think tank qui s'appelle The Shift Project. En fait, une de nos missions principales est de comme ce soir, présenter leur rapport, échanger, débattre autour de la décarbonation de l'économie, avec cette forte envie donc de décarboner, certes, mais surtout de comment on sort efficacement des énergies fossiles. En tout cas, c'est l'enjeu de ce think tank qui s'appelle The Shift Project, et dont le président, peut-être que vous le connaissez, s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est souvent présent sur certains médias et qui est aussi le co-auteur d'une BD à succès, Un monde sans fin. Voilà. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour échanger autour de cette décarbonation et essayer ensemble, j'espère, de répondre à vos questions et de vous apporter cette rigueur scientifique qui amène un éclairage des fois un peu différent à l'économie et à la décarbonation. Merci Delphine. Aurélie, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Aurélie Crespin, du coup, je suis fleuriste dans l'Allier, dans le 03. J'ai le magasin depuis 2012
Et moi aussi, je suis très contente de témoigner en fait par rapport à mes petits gestes au quotidien, on va dire, de l'écologie et aussi économique aussi. Merci à vous. Le sommaire se structure pour ce soir en 4 parties. Nous allons déjà aborder le défi climatique, lui donner une définition, une réalité. Vous parlez également des scénarios énergie-climat qui, à partir du défi climatique, tentent de projeter des stratégies et des méthodologies pour agir. Les scénarios de la transition 2050, c'est une façon de pouvoir se repérer et de porter son action en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'il faudra suivre durant la démarche. Enfin, la ressource, un espace pour s'inspirer, un espace qui a été créé et qui est très bien fait à la disposition de tous les acteurs et notamment les personnes qui ont envie d'agir. Delphine, Oui, c'est à toi. allez, je me lance dans ce défi d'essayer de tenir mon temps de parole. Ça, au-delà du défi climatique, c'est un défi en soi. Alors, pour comprendre les rapports du Shift Project, et plus globalement, quand on parle de double contrainte carbone ou décarbonation, on va essayer de faire, donc derrière votre caméra, de faire un petit exercice. En fait, pour comprendre ça, il faut se projeter en 2050. Donc, pour comprendre la double contrainte carbone, il faut se dire qu'en 2050, nous avons atteint ce qu'on appelle la neutralité carbone. Neutralité carbone, c'est relativement simple, c'est deux choses. C'est d'abord, on est resté en deçà des 2 degrés, c'est-à-dire l'accord de Paris. Donc 2 degrés, ce n'est pas la météo, c'est bien le climat, donc au niveau du réchauffement planétaire. Donc réaliser ça, ça entraîne un certain nombre de contraintes. La première contrainte de rester en deçà de 2 degrés, c'est tout bête, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Ça veut dire qu'en 2050, on ne peut émettre de quantité de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes sont en capacité d'absorber. Les écosystèmes aujourd'hui capables d'absorber, ce sont les forêts, ce sont les océans, ce sont les prairies, ce sont les terres en jachère, etc., etc. Et un petit peu de technologie, mais pas suffisamment pour remplacer les écosystèmes existants. Donc la neutralité carbone, c'est j'émets que ce que on peut absorber. Donc ça induit 2 phénomènes très importants pour tendre vers ça. Donc pour ça, quand on s'engage à la neutralité carbone, ça induit 2 phénomènes. Déjà, ça veut dire qu'il faut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, environ de 5% par an, ce qui représente à ce qu'on est arrivé à faire collectivement pendant la Covid-19. Donc voilà, ça vous donne au moins on a un exemple un peu concret de ce que c'est que 5% en fait, hein, parce que entre un chiffre et une réalité, vous voyez, on ne vit pas les choses de la même façon. Et ça veut dire aussi réduire la consommation de pétrole, puisque le constat est fait que les deux sont intrinsèquement liés. Plus on consomme de pétrole et plus on émet de gaz à effet de serre. Et vous allez voir un petit peu après, j'ai un graphe assez illustrant là-dessus. Mais dans tous les cas, quand on s'engage collectivement, une société, une entreprise, à être neutre en carbone, eh bien, il faut agir sur ces 2 leviers, la réduction à la fois des gaz à effet de serre et notamment la dépendance que nous avons toutes et tous, hein, en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, à la consommation et à l'usage du pétrole. Ça, c'est pour vous poser le contexte. Donc, comme on reste dans cette idée-là, en fait, les +2, les +3, et quand vous avez peut-être entendu collectivement, on prépare la France à +4 degrés. Alors, dit comme ça, non contextualisé, on se dit juste, bon, on va passer de 25 à 29, les gars, on va y arriver, quoi. Il n'y a pas de problème en soi, on va enlever une couche, on va en rajouter une l'hiver et tout va bien se passer. En fait, là, on parle d'un phénomène qui est beaucoup plus long et les +4 degrés, c'est vraiment en termes de climat et ça a un impact été comme l'hiver, hein. Et là, c'est juste une petite illustration. Ça a été commandé, hein, ça, pour le secrétariat général à la planification écologique, mais ces 3 graphes sont très parlants de l'impact de ces +4 degrés, de ces +3 degrés, et pourquoi il est autant essentiel de rester en deçà de 2 degrés, parce qu'en fonction de ça, ben, les impacts ne seront pas les mêmes, et notamment pour la France, hein, qui fait partie des pays qui seront le plus fortement impactés par le réchauffement climatique. Et donc là, on se rend bien compte qu'on va parler de nuits tropicales. On en a parlé, hein, cet été 2025. On a eu 1 ou 2 nuits tropicales. Là, on parle de 22 nuits
C'est pas tout à fait la même chose. Et pareil, on parlait de stress hydrique. Les précipitations vont être une véritable problématique pour plein de territoires français, mais également dans les DOM-TOM, avec des baisses de précipitations l'été, mais également l'hiver, hein. On va parler de sécheresse hivernale. Donc ça, c'est pour vous poser le contexte. Puis c'est le côté Shift Project. On aime bien commencer par des choses très réjouissantes, mais après, vous allez voir, il y a plein de solutions. Mais en tout cas, c'était important de voir quand on parle de neutralité carbone, c'est quoi 2050? Bah, grosso modo, il faut toujours avoir en tête ces éléments-là. Et donc, le rapport que je vais vraiment vous exposer très brièvement, parce que c'est un rapport de plus de 200 pages, donc il est extrêmement conséquent, il est extrêmement riche. J'espère que je vais vous donner envie de le lire. En tout cas, je vous invite à le faire, au moins la synthèse. Il pose 7 recommandations pour que, au-delà de ces prescriptions, au-delà de se dire mais comment je fais, moi concrètement, on parle de décarbonation, mais ça veut dire quoi? Eh bien, c'est de dire que dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, on peut formuler un certain nombre de recommandations, de choses qui sont très simples à faire. Et vous allez voir avec Aurélie juste après moi que c'est des choses très basiques. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des connaissances pointues ni en sciences ni en physique. On parle souvent dans ce rapport et plus globalement au Shift d'identifier les déterminants. Donc les déterminants, toutes les boîtes, elles en ont, hein. Il n'y a pas que les grands groupes. Les déterminants, c'est ce qui fait votre activité. C'est comment vous arrivez à définir votre activité et comment vous arrivez à la quantifier, cette activité. Parce que vous allez voir très vite, nous, on parle, en tout cas tout le temps, de déterminants physiques, ce qui est mesurable, ce qui est quantifiable. À aucun moment, je vais vous parler d'économie au sens euro, au sens financier, et vous dire quel sera le meilleur placement demain. Par contre, c'est comment moi, en tant que chef d'entreprise, je vais diviser mon activité dans ces déterminants physiques, hein, ce qui fait mon volume de production, la quantité d'énergie que je vais consommer, le nombre de matières premières que je consomme et que je commande, c'est quoi le nombre de véhicules dont je dois posséder pour faire mes livraisons, etc., etc. Et ça, tous ces déterminants, vous les posez sur la table et vous faites le jeu de voir comment ils vont évoluer avec deux grandes logiques, ce qu'on appelle les enjeux de transition, c'est-à-dire comment je me mets en route pour réduire mon empreinte carbone et donc comment je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Et deuxième chose, parce que malheureusement les deux vont se faire dans le même temps, comment je vais également adapter mon système économique, ma rentabilité, ma production au réchauffement climatique, qui celui-ci est inévitable. C'est-à-dire que celui-ci, on peut essayer de le prévoir, mais on doit forcément le prendre en compte aujourd'hui parce qu'il ne va pas disparaître demain. Par contre, là, vous avez vraiment des leviers d'action, c'est sur l'atténuation et la réduction. J'en parlerai un petit peu plus tard, les récits internes. Donc, ce qu'on va appeler ensuite, nous, l'analyse prospective par scénario. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais vous allez voir, c'est assez simple. C'est comment je prends mes scénarios qui existent à l'horizon 2050 et comment je les intègre à ma stratégie d'entreprise. Comment je ne les regarde pas simplement en me disant, bon, bah, OK, il fera plus 4 degrés, mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je les décrypte et comment je les rends dans ma stratégie? Comment ils deviennent un élément indispensable de comment demain je vais me questionner sur mes investissements à l'aube de ces scénarios-là. Est-ce que je vais acheter les mêmes produits? Est-ce que je vais rénover de la même façon? Donc, c'est vraiment une intégration du changement climatique et de la réduction des gaz à effet de serre dans ma logique d'entreprise. La description, on va le voir un petit peu après, puisque Aurélie va illustrer un petit peu tout ça. Et puis, ce qui est très important, c'est que le climat, les analyses, les scénarios ne soient pas juste à côté ou juste portés par quelques-uns, mais que véritablement ils soient portés par l'entreprise, par le chef d'entreprise, qu'ils soient échangés avec les salariés parce qu'on se rend compte très bien que c'est en échangeant que naissent les meilleures bonnes pratiques, que naissent les meilleures solutions parce qu'en fait, vos salariés, vous-même, vous avez peut-être des choses que vous faites assez quotidiennement sans trop vous en rendre compte, mais qui peuvent vraiment être un atout pour demain prévoir votre scénario énergie-climat qui vous est propre. Voilà. C'est un peu les recommandations pour poser le cadre et puis ensuite on rentre dans le détail de comment vous aider et quelles méthodes on peut avoir. Alors, les déterminants physiques,
ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne parle pas d'euros, hein, on parle bien de quantité. Donc là, il y a quelques illustrations. Il y a un petit schéma que je vous ai repris, mais vous pouvez le faire à vous-même, comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Tout n'est pas bon. Enfin, en tout cas, c'est pour que vous ayez tous ces éléments-là en tête. Donc, les déterminants physiques, c'est les grandeurs qui composent toute mon activité. Donc, je détermine tout, j'écris tout, je quantifie tout ce que je dois produire, ce que je dois vendre, ce que je dois extraire, ce que je dois commander, ce que je dois consommer en termes d'énergie, etc. Et puis, je regarde comment ces déterminants, ils vont interagir avec mon premier cercle, ce qu'on appelle les déterminants d'environnement. Donc, les premiers cercles d'une entreprise, c'est les investisseurs, donc les concurrents et les clients. À chaque fois, eux aussi vont avoir un impact sur vos déterminants. On va le voir après comment on écrit le scénario par rapport à ça. Et puis, il y a des déterminants qui sont beaucoup plus loin de votre entreprise et pour lequel vous avez peu d'impact. Vous allez plutôt subir la démographie. On ne va pas collectivement choisir demain, on va la subir. Pareil, si vous avez une réglementation qui change à un niveau européen ou à un niveau mondial, bon, bah, ça, vous allez avoir l'information et vous allez l'intégrer. Vous n'allez pas pouvoir dire, bah, je ne vais pas pouvoir l'appliquer tout de suite, etc. Donc, il y a des éléments pour lesquels vous n'avez pas la main, ce qu'on appelle l'environnement général. Et puis, par contre, sur vos concurrents, sur vos clients, sur vos investisseurs, en fonction de la stratégie que vous allez déterminer demain pour qu'elle tende vers du bas carbone, pour qu'elle tende vers une décarbonation, ça va forcément impacter chez vous peut-être un choix de nouveaux fournisseurs ou de travailler avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux matériaux. Peut-être que vos concurrents ne seront plus tout à fait les mêmes. Peut-être que vos clients non plus ne seront plus tout à fait les mêmes si vous choisissez d'intégrer les enjeux de transition et les enjeux de réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment pour vous aider de moins à voir les étapes. Après, vous allez voir, on va les mettre en route avec l'illustration d'Aurélie, mais déjà, parler de physique, ça vous permet aussi de quantifier, de mesurer et surtout d'analyser. Ça, vous allez pouvoir voir si au fil du temps, ces données-là évoluent positivement, négativement et vous permettent de réajuster ensuite le propre récit que vous allez vous écrire au sein de votre entreprise. Aurélie, c'est à vous. Alors, du coup, je vais témoigner par rapport à mon entreprise. J'ai 3 employés. J'ai aussi des freelances qui viennent en fait travailler pour moi. Et à notre quotidien, en fait, déjà, on fait concrètement, on fait tout ce qui est tri des déchets. Alors nous, déchets, c'est pas que papier, ainsi de suite, c'est aussi beaucoup de végétaux que du coup on trie et que j'emmène soit un méthaniseur ou soit chez un agriculteur en fait. Comme ça, au moins, déjà, j'ai ça en tri et ça nous fait beaucoup moins de poubelles et de frais aussi par rapport à ça. Et bon, en fait, il a fallu aussi le mettre en avant par rapport à mes employés parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de trier autant de choses. Nous avons aussi, en fait, j'ai déménagé aussi, j'ai un outil de travail, on va dire, beaucoup plus agréable, on va dire. J'ai déménagé le magasin dans une zone où en fait j'ai un magasin avec toit en bac acier. J'ai aussi plein de choses, tout ce qui est LED aussi, toutes les luminaires sont en LED. J'ai une chambre clim que avant je n'avais pas et une climatisation aussi pour reversible. Mais ce qui est, on va parler aussi de chiffres parce que de l'ancien magasin au nouveau magasin en fait. Nous avons en fait, même si on a doublé notre chiffre d'affaires, on va dire qu'on a gagné en fait, on a largement même divisé tout ce qui est électricité et aussi on a fait aussi par rapport à l'eau, en fait toute la fleur coupée. Donc on met pas de produit dans nos eaux en fait pour nos bases fleurs coupées. Et en fait, on met tout ce qui est récupération de nos eaux sont faites pour l'arrosage de nos plantes. Mais aussi, on a divisé aussi largement la quantité d'eau. On essaye de te garder. Il y a une petite question peut-être, non? Non. Je vois lever la main. Je vois, oui, quelqu'un qui a levé la main. Ça a fait réagir Karine Flachard, peut-être. Vous avez. C'était une erreur de clic, désolé. Ah, d'accord. Pas de souci. L'équipement est testé. Voilà. Bon, parfait. Donc, en fait, on se sert aussi de l'arrosage. En fait, l'eau n'est jamais perdue, en fait.
elle est toujours renouvelée. Et aussi, on a changé du coup nos emballages parce on travaillait exclusivement cello, cellophane. Beaucoup connaissent peut-être les fleuristes et on était bien accro au papier bien transparent et en fait, on a tout changé et on emballe en craft. Là aussi, il a fallu un petit peu que les équipes soient à l'écoute et qui prennent en main le craft. On a même fait des formations pour les emballages et tout, parce qu'on était aussi, il y en avait certains qui étaient addicts à ça. Donc, du coup, il a fallu que je mette un petit peu, on va dire, les équipes, qu'on recadre un petit peu sur ça. Après, la clientèle aussi, bien sûr, ils étaient tellement accros aussi à ce papier qu'il a fallu qu'on explique beaucoup, longtemps. Là, enfin, on est peut-être à 6 ans et là, ça commence. Plus personne n'a. On doit avoir un client peut-être tous les 6 mois qui nous demande du papier cello. Donc, je trouve que on est content là-dessus et même quand ils nous demandent, on ne sait même plus comment le travailler, on va dire. Après aussi, par rapport tout ce qui est aussi en fait, on est passé du bolduc aussi. Vous savez, ce qu'on frise, que les fleuristes aussi aiment beaucoup. On frise, on est passé aussi à la ficelle, au raffia. Nos étiquettes aussi sont en train de changer. C'est même plus du coup du papier. Maintenant, c'est en bois ou on essaye, même notre papier, on essaye de faire du papier à base de maïs pour essayer d'être le plus raisonné, on va dire. Et par rapport à nos achats aussi, mes achats sont regroupés parce qu'en fait, nous, on est dans l'Allier. Oui, c'est bien, on a des petits producteurs, mais nos plus gros grossistes sont un peu loin et aussi nos producteurs. Donc, on essaye de regrouper aussi nos achats pour qu'on ait beaucoup moins en fait de transport. Et également, pour moi, mes livraisons, j'avoue aussi, j'essaye de regrouper à des horaires, on va dire, pour qu'on n'ait pas aussi à faire plusieurs allées en fait et venues avec le camion. Ça ne sert à rien, on va dire. On essaye de regrouper. Et parce qu'on se dit que c'est aussi voilà, le petit plus. Et ça, les gens comprennent aussi. Et voilà. Par rapport aussi maintenant, nos végétaux, comme disait Delphine, malheureusement, nous, on va être contraints. Si en 2050, c'est comme elle le projette, on aura des soucis techniques pour tenir nos plantes, les plantes extérieures. Il va falloir qu'on change beaucoup de choses parce qu'on ne tiendra pas. Cet été, on l'a bien vu, nos plantes extérieures, faut prendre vraiment, on ne va pas avoir beaucoup de variétés. Donc, il faudra aussi mettre en place certainement un nouveau, nouvelle, on va dire, des variétés qui tiennent et qu'on n'ait pas de gaspillage, parce que le gaspillage, c'est pareil, c'est pas très intéressant. Et c'est dommage de se dire qu'un horticulteur a travaillé pendant longtemps pour avoir une belle plante et nous, en fait, on l'a fait mourir parce que le climat va pas aller, parce que nous, on n'arrivera pas à le maintenir en extérieur du magasin ou voilà. Pour les plantes extérieures, ça va être plus compliqué, on va dire. C'est pareil, la pivoine qui est bien appréciée aussi et qui est cultivée en plein chaud, ça va être compliqué s'il y a autant de degrés, va falloir revoir les variétés, ainsi de suite. Et est-ce qu'on arrivera aussi à garder cette plante? Parce que si ça ne tient pas, voilà. Donc, ça peut être peut-être des gestes simples, mais qui font la vraie différence pour notre entreprise. Et c'est, je trouve, encourageant de voir que nos clients sont sensibles à cette démarche et puis les soutiennent. Et je pense qu'en fait, il faut juste nous booster en tant que chef d'entreprise. Et puis, si comme un enfant, que si on lui explique bien, je pense que il y comprend. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs votre témoignage, Aurélie. Vous nous montrez que ces déterminants auraient pu être des points d'entrave
pour conduire une stratégie de transition écologique énergétique, hein. Vous en avez fait des points d'appui sur lesquels vous avez bâti une stratégie de dépassement que vous nous illustrez aujourd'hui. Tout à fait. Merci pour cet exemple. Pas de souci. Delphine, c'est à toi de nouveau. Alors, donc là, on a beaucoup parlé des déterminants et donc du coup, Aurélie a permis d'illustrer un peu ce que c'est que ces déterminants et comment vous pouvez, vous en emparer pour anticiper. Et donc, après, deuxième travail à faire, c'est que je pose ces déterminants sur ma chaîne de valeur et je fais ça sur 2 événements. Première chose, comment je dois m'adapter au changement climatique. Donc là, vous avez un certain nombre, soit vous avez des choses que vous avez vécues vous-même et que vous, par exemple, les vagues de chaleur, des périodes de pénurie ou des pics énergétiques. Donc, c'est des choses que ça, vous pouvez lister. Et puis, vous avez ce que les scénarios qu'on va vous présenter par la suite vont vous permettre aussi d'anticiper. Donc, je fais ce travail-là de déterminant, je le mets en perspective sur ma chaîne de valeur et je me dis quels seraient les impacts de ma chaîne de valeur à l'aube de l'adaptation au changement climatique. Et là, vous allez voir que ça va vous permettre de réfléchir, de poser sur papier, est-ce que ça va impacter ma demande? Est-ce que ça va impacter plutôt ma chaîne d'approvisionnement? Parce que je suis très attachée à des fournisseurs qui, eux, ont été directement impactés par ce changement climatique. Est-ce que j'ai une très forte dépendance énergétique avec un coût élevé? Du coup, à chaque variation, c'est ce secteur-là qui me pèse le plus, moi, sur mon activité économique. Est-ce que je suis très dépendant de certaines matières premières qui me permettent à un moment donné, je dois réduire, voire arrêter ma production puisque je n'ai plus accès à ces matières premières. Ce travail-là, on le fait donc pour l'adaptation au changement climatique. Et il y a un deuxième travail à faire, puisque si vous avez bien retenu l'intro, je m'adapte, mais je dois également réduire, sinon la décarbonation ne fonctionne pas. Donc je fais ce même travail de mes déterminants que je repose sur le papier en me disant comment je réduis mes émissions de gaz à effet de serre, comment j'ai un impact direct sur la quantité de gaz à effet de serre que mon activité économique émet. Et là aussi, vous pouvez vous dire, bon, encore une fois, c'est l'énergie qui me consomme le plus, pour lequel j'émets le plus. Donc, c'est vraiment ce pôle-là que je dois travailler. Et que souvent, on oublie, quand on parle de décarbonation, on va juste dire, bon, je change de produit ou je vais mettre en route un nouveau produit. On ne réfléchit jamais en systémie. C'est le grand atout du Shift Project, c'est la systémie. Ensuite, vous avez peut-être vos activités de production. Ah mais oui, mais si je veux réduire, en fait, il va falloir que je produise différemment. Peut-être pas de la même façon, tout le temps. Donc là aussi, il va falloir que je réfléchisse à ma méthode de production. Pareil sur la chaîne de distribution. Peut-être que je peux améliorer ma livraison de produits. Est-ce que je peux passer sur du cyclo-logistique à des moments ou essayer de passer sur du fret quand c'est possible, etc., etc. En fait, ça vous permet à la fois de regarder comment vous travaillez, qu'est-ce qui vous fait travailler et quelle énergie vous consommez pour vraiment avoir une réflexion globale et essayer d'anticiper au maximum. Il y a une chose que je vous ai mis un peu en alerte, mais c'est l'effet de seuil. On en parle souvent, nous, quand on fait des présentations, c'est des changements brutaux dans les comportements de consommation. C'est qu'il y a des choses que vous allez devoir adapter parce que c'est la demande qui va vous exiger certains produits. Je parlais des produits sans téflon, mais souvent, vous allez avoir des retournements de consommation sur certains produits parce qu'il y a un scandale sanitaire, etc., etc. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez avoir en ordre de vue, pour lesquelles vous pouvez rester en veille, mais qui va devoir adapter la chaîne de façon un peu rapide, comme on s'est tous adaptés finalement à la Covid-19. Donc ça, les effets de seuil, malheureusement, sont très difficiles à anticiper. Par contre, pour le reste, que ce soit l'adaptation ou la réduction, vous avez vraiment des latitudes pour proposer des solutions. Juste pour terminer là-dessus, j'ai vu un documentaire il y a un mois sur Tema ou au Bangladesh, donc les agriculteurs du Bangladesh. Donc voilà, ils étaient tous assis autour d'une table et ils ont fait cet exercice-là, tout simplement. Alors, ils le faisaient sous forme de tableau et pas forcément sous forme de camembert, mais dans tous les cas, ils listaient tous les produits qu'ils produisaient sur leur champ, ils listaient l'ensemble des conséquences du réchauffement climatique qu'ils avaient pu percevoir dans les 10 dernières années, et à chaque fois,
ils essayaient de trouver soit il y a des solutions existantes, soit il y a des solutions à inventer, et pour voir là où ils pouvaient agir tout de suite, agir dans un moyen terme et agir sur un long terme. Donc, ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, quand on vit l'exercice, il y a plein d'outils qui peuvent vous le permettre à le faire, mais c'est très important pour vraiment appréhender toujours ces termes de neutralité carbone et d'adaptation au réchauffement climatique. Et la slide suivante, je ne vais pas rentrer dans le détail pour que le temps ne soit pas pris là-dessus, c'est quelques exemples tirés toujours du rapport énergie-climat sur c'est quoi les principales vulnérabilités que votre entreprise peut traverser à la fois quand elle souhaite réduire, mais également quand elle doit s'adapter. Voilà. C'est juste une façon à vous de poser sous forme de tableau, sous forme de camembert ici, et quelques exemples de déterminants physiques. Voilà. C'est vraiment une slide pour continuer ce travail-là que vous pouvez mener au sein de votre entreprise. Tous nos participants auront le support d'animation. Aurélie, c'est à vous pour ces exemples d'impact sur la chaîne de valeur. Alors du coup, j'en ai déjà un peu parlé, j'avoue, je me suis avancée. Du coup, les clients, le choix de l'emballage, du coup, ils nous le disent en fait qu'ils apprécient beaucoup le papier, le nouveau papier. L'origine des produits, automatiquement, on le regarde aussi. Alors aussi, les fleuristes sont très friands aussi de la rose Équateur. Donc là aussi, travailler avec des fournisseurs qui ont une ferme qui est, on va dire, qui ressemble à fait, on va dire, qui correspond à nos demandes. C'est aussi bien de pas trop consommer de produits que nous on interdit ici, on va dire, et que après on demande d'inclure dans nos produits en magasin. Donc ça, c'est aussi c'est bien de. Nous, on essaye de le faire au maximum. Oui, le risque commercial, c'est vrai que après, le tout, c'est de l'expliquer en fait, de savoir pourquoi. Également aussi sur les plantes, du coup, l'été, je vais avoir vraiment une sélection de plantes peut-être un peu moins importantes, mais qui vont demander moins d'eau. Ça, automatiquement, ça sert à rien de vendre des plantes si les gens, en fait, ils ont besoin de beaucoup d'eau aussi tout l'été et qui vont peut-être même les laisser à l'abandon. Donc, je préfère plutôt sélectionner des plantes qui ont besoin beaucoup moins d'eau, d'entretien. Les coûts d'investissement par rapport aux nouveaux magasins étaient quand même assez importants, mais on voit que en fait, c'est quand même assez gagnant par rapport aux factures d'électricité malgré la grande hausse qu'on a eue en 2022. Le déménagement vers les locaux, c'est vrai qu'on a une superficie qui a été multipliée par 2, mais on voit que aussi c'est quand même assez important par rapport à l'économie en fait qu'on a eu, même si définissez pas spécialement on parle pas trop d'économie, mais si quand même, on va dire c'est aussi pour ça aussi qu'on a mis aussi ça en place. Tout en LED. On fait hyper attention aussi aux pièces qu'on n'utilise pas. La chambre clim aussi qu'on éteint. Je parle de la lumière. Et puis aussi par rapport à nos éclairages extérieurs, où avant, il y a quelques années, on avait l'impression que tous les magasins étaient ouverts la nuit. Et bien là, en fait, on essaye d'éteindre le maximum. Et on allume vraiment quand les gens, il y a les présentations en extérieur. Et puis aussi, on essaye de recycler aussi le maximum des fois des éléments de décoration ou même du bois ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça marque aussi les gens et on fabrique beaucoup aussi nous, donc c'est des pièces uniques. Donc on va dire que les gens aussi apprécient. Et en fait, ils comprennent le sens du recyclage. Voilà. J'espère avoir un peu tout dit. Par rapport à notre démarche. Voilà. Merci à vous, Aurélie. C'était très clair. La partie 3, on a compris la nécessité d'un changement collectif, on a compris l'incidence de la nécessité à agir sur le fonctionnement d'une organisation comme une entreprise, comme l'est une entreprise. Bon, maintenant, comment tracer sa voie?
David, Oui. montre-nous le chemin. Alors, c'est comment dire, des étapes qu'on a souhaité rédiger sur la base du rapport justement du Shift. En effet, c'est vrai qu'il est plein de termes techniques, comment dire, de vocabulaire qui n'est pas évident à adapter en TPE. Pour autant, quand on regarde voilà, sur une logique d'entreprise, on peut distinguer différentes étapes. La première étape, comme un mode projet, hein, on peut donc s'informer sur les différents scénarios prospectifs, s'approprier les éléments qui peuvent impacter l'entreprise à moyen et long terme. Ça a été dit, mais cette phase d'information, elle est essentielle, souvent menée plutôt par le chef d'entreprise, mais aussi des fois par un comité, on va dire, de direction. Alors c'est un grand mot, mais c'est les personnes proches, le socle, on va dire, de salariés qui est investi dans la TPE. La deuxième étape, ça va être de recenser les options techniques. Donc, on a des enjeux, hein, ça peut être l'eau, la mobilité, l'isolation, le bâtiment, la facture énergétique. Et à chaque fois, pour chaque enjeu, pour chaque thématique, on va s'outiller, c'est-à-dire repérer donc voilà, les manières de calculer sa facture, de l'observer, trouver des référentiels, des comparaisons, s'appuyer sur les fédérations patronales notamment aussi ou les branches professionnelles pour apprendre peut-être des options techniques qui sont sur la base d'initiatives dans d'autres départements voisins ou dans d'autres collectivités locales voisines. Ça, l'étape 3, c'est donc une fois qu'on s'est approprié ces différents éléments, c'est construire un scénario, son propre scénario, et élaborer une stratégie face à ces évolutions. Donc, on peut vouloir continuer comme ça a été expliqué à l'instant, de vouloir vendre des roses d'Équateur. Alors, c'est vrai que c'est loin, il y a du transport, ça peut être contradictoire avec un effort sur la transition écologique et énergétique. Pour autant, l'exemple qui a été donné, c'est de savoir notre fournisseur, comment il fonctionne, quels sont ses modes de production. Et l'influencer ou choisir en tout cas la manière dans laquelle on va faire cet achat. On peut avancer sur la diapo suivante. Donc l'étape 4, ça va être de définir un plan d'action. Donc vous avez les éléments, la matière, les options techniques, et vous allez définir et partager un plan d'action en impliquant les salariés. Ça ne se fait pas tout seul. Avec toute la bonne volonté, tous les bons outils que vous pouvez mettre à disposition des salariés. Si vous ne les impliquez pas, ils ne vont peut-être pas les utiliser, ils ne vont peut-être pas modifier leurs habitudes. Les clients, c'est la même chose, on l'a évoqué avec l'exemple de la fleuriste. Et les fournisseurs, ce n'est pas toujours évident non plus. On se sent des fois désemparé quand on reçoit des cartons immenses pour des objets de très petite taille. Donc il faut quand même pouvoir oser en parler et faire changer les choses pas à pas. L'étape 5, ça va être de piloter ce plan d'action. On peut avoir envie de bien lancer les choses, mais derrière, si on ne le suit pas, si on ne valorise pas les réussites, même les petites réussites, si on ne lève pas les obstacles, et ben on va se retrouver face à un mur et on va se dire, bah, tant pis, on a essayé, on n'ira pas plus loin. Alors qu'il peut y avoir des solutions, ne serait-ce qu'en parler avec ses confrères ou avec d'autres entreprises au niveau local, pour trouver des solutions, essayer d'avancer petit à petit. Merci David. Aurélie, hein, vous nous avez précisé que vous êtes informée, que vous avez recensé différentes options et vous avez construit un plan d'action. Et je crois que c'est celui-ci. Je vous en prie. Alors du coup, tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux pivoines. Les pivoines, les gens apprécient beaucoup parce que c'est saisonnier en fait. Il faut aussi savoir trouver en fait une plante qui va dans la même forme, parce que les gens adorent cette forme, adorent la pivoine, parce que automatiquement, c'est ce que je leur dis, c'est que vous l'avez pas toute l'année, donc c'est pour ça que vous l'appréciez autant. Donc du coup, toute l'année, ils nous la demandent. On va dire qu'on va essayer de trouver, c'est pas la pivoine, mais une autre fleur qu'ils vont apprécier aussi, où on va essayer de leur indiquer qu'on peut aussi
offrir un autre style de fleurs que la personne va autant apprécier et qu'il faut mieux revenir au mois de mai, c'est mieux. La gestion du coup des déchets, automatiquement les gens comprennent. Je fais aussi des ateliers aussi, donc les gens voient qu'on trie aussi beaucoup les déchets et ça ils apprécient et ils pensaient pas qu'on puisse le faire. Et le recyclage de l'eau, ça c'est automatiquement. C'est vrai que des fois, j'ai des freelances en fait qui vont ou des gens qui viennent nous aider pour les fêtes et par exemple qui vont avoir trop rempli un vase et qui vont nous le remettre dans l'évier et ça c'est je me dis mais non dommage, il y a peut-être une plante qui a soif à quelque part. C'est vrai que et là tout de suite ça marque tout de suite les esprits et souvent ils ne le refont pas 2 fois. Les liens, les bouquets, c'est vrai pour en ficelle que ce soit encore du bolduc, franchement, c'est beaucoup plus naturel, même le raffia. Ils ont aussi essayé de mettre moins de papier. On fait beaucoup de bulles d'eau et on mettait 2 papiers. Maintenant, on essaye de faire des boîtes en carton avec beaucoup moins de plastique à l'intérieur parce que nous, par rapport à notre métier où en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup d'eau, on travaille beaucoup avec l'eau. Il faut quand même que ça soit hermétique parce que sinon les clients vont pas être contents. Il y a des fuites dans tous les sens dans la voiture pour le transport. On regroupe aussi du coup les prestations de transport par rapport aussi à d'autres fleuristes où on essaye de mettre en place, on va dire que nos livreurs puissent, on fait des achats groupés où ils essayent en fait, on essaye de retrouver des fleuristes sur le même chemin pour comme ça, nos livreurs, en fait, ils passent et ils déposent un peu et ça évite aussi, du coup, les frais de transport. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Et on essaye aussi de rechercher des fournisseurs locaux, mais c'est vrai qu'on est dans une région où, en fait, on en a, mais ça va être vraiment, on va trouver des choses, mais pas en quantité. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu obligé d'aller rechercher en Hollande ou n'importe, parce qu'on n'a pas assez de production en fait pour faire plaisir à tous les fleuristes de France. Mais c'est vrai qu'on essaye de travailler avec, par exemple, la productrice de pivoine à Troncé, par exemple. On a une très bonne productrice aussi, mais bon, elle n'arrive pas non plus à essayer de nous donner le maximum de pivoine, mais elle en aurait le double, je pense qu'elle serait contente. Et c'est vrai que l'optimisation en fait du transport, ils essayent maintenant de nous trouver, soit nous mettre en bac en eau et on les garde, et au lieu de mettre beaucoup de cartons et beaucoup d'emballages. Ça, c'est super bien aussi par rapport à nos fournisseurs. Et ils essayent aussi, à force qu'on rabâche, de nous trouver des emballages un petit peu, par exemple, comme je vous avais dit, par rapport au maïs, en fait, papier maïs. Bon, c'est pas encore. On fait des essais, mais bon, il y a quelques fuites. C'est pour ça que. Mais on essaye toujours, en fait, des fois, ils baissent les bras, et puis c'est vrai que c'est des fois le double en prix par rapport au rouleau, mais bon, on se dit que si on est de plus en plus à l'adopter, ils vont essayer de faire la démarche, de le mettre en place et peut-être que les prix soient un peu plus bas pour que tous les fleuristes s'y retrouvent. Voilà. Merci pour ces très bons exemples, Aurélie. Vous pilotez également? Eh bien, automatiquement, oui. On essaye. Parce que du coup, il faut quand même que les fournisseurs, là, on retrouve beaucoup de fournisseurs qui se sont mis du coup au bois, au pellicage bois. Et donc, c'est vrai qu'il faut être, je veux dire, à force qu'on le rabâche, je pense que ça rentre et qu'on veut aussi, qu'on veut s'arrêter on veut arrêter avec le papier, c'est l'eau, on veut plutôt continuer sur des matières assez naturelles. Donc, c'est vrai qu'il faut, on le rabâche beaucoup, oui. Et par rapport aussi, vous voyez quelques chiffres. En 2015, du coup, j'étais à 0,29% de chiffre d'affaires, en fait,
par rapport à la consommation d'eau. Et en 2024, je suis passée à 0,08 de mon chiffre d'affaires, malgré en fait une dose d'activité, oui, qui est en plus, on va dire, presque triplé la surface du magasin. En sachant que, oui, automatiquement, du coup, on a beaucoup plus d'arrosage, beaucoup plus, du coup, de fleurs. La consommation d'électricité en 2015 était de 0,83% de chiffre d'affaires. Par rapport à 2024, on est à 0,60, malgré ce que je vous disais, la hausse en 2022. Quand même qui a été voilà, et d'impliquer aussi du coup les employés aussi à éteindre certaines pièces, à essayer même des choses du matériel en fait que nous on allume, et essayer de l'éteindre assez régulièrement. Et puis aussi par rapport aussi à eux, qu'est-ce qu'ils font chez eux aussi ou qu'ils voudraient mettre en place et que peut-être que je n'avais pas pensé, ou à force de le mettre en place, est-ce qu'ils se disent tiens, elle est hyper réceptive à faire des choses que moi j'aimerais mettre en place, voilà, au magasin. Et les clients aussi, du coup, ils adorent que en fait certaines personnes sont très fiers en fait de savoir que on fait le nécessaire pour être impliqué dans l'écologie de notre entreprise. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant dans votre témoignage, c'est que vous montrez que par votre action en faveur de la transition écologique énergétique, vous faites évoluer aussi les pratiques de vos clients, les attentes de vos clients. C'est certainement une mécanique longue, peu rapide, mais qui peut porter à terme des résultats plutôt intéressants pour la profession. Oui, parce qu'ils nous demandent aussi, du coup, ils sont très réceptifs. Et en fait, même pour eux, en fait, parce qu'ils se disent, il y a peut-être des plantes que j'aurais peut-être moins d'eau, parce qu'on est en manque aussi chez eux aussi, hein, personnellement, en fait. Donc, ils essayent de trouver des variétés qui ont besoin un peu moins important, en fait, en eau. Et ça leur permet aussi de garder leurs plantes le maximum aussi, hein, de ne pas faire un investissement en fait juste pour le plaisir, et qu'au moins cet investissement il soit à long terme. Merci Aurélie. Delphine, maintenant les chemins à emprunter, tortueux, sinueux peut-être. Ouais. Alors, lequel choisir? Lequel choisir là-dedans? En fait, ce qui est intéressant quand on parle de déterminants physiques, hein, de ce que je vous disais en introduction, c'est que ça a un impact après sur l'économie. C'est que le fait de faire cet exercice de quantifier ce qu'on produit, ce qu'on fabrique, ce qu'on consomme, en fait, ça permet de faire vraiment des économies à court ou moyen ou long terme, hein, puisque des fois, ça nécessite des investissements, ce que disait Aurélie, des fois, voire un déménagement, mais en fait, le fait de ne pas réfléchir tout de suite en euros, ça permet aussi d'aller chercher des mines d'économie qu'on n'aurait pas vues de prime abord, parce on va juste dire, bon, allez, j'augmente le prix de mon produit, et puis comme ça, c'est plus simple, et au moins, ma facture est plus élevée, donc je fais payer plus cher. Et en fait, ce travail de quantifier tout ce qu'on fait, ça paraît d'être long au départ, mais en fait, on va chercher des mines d'économie qu'on n'avait pas soupçonnées. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans l'illustration d'Aurélie. Et après, pour vous aider, hein, il y a des bilans carbone, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui. Il y a l'offre de service de l'OPCO qui viendra après, mais il y a aussi les scénarios de transition à l'horizon de 2050. À chaque fois qu'on parle de 2050, gardez en tête qu'on parle de cette volonté de tendre et d'aller vers une neutralité carbone. Donc nécessairement, on parle de réduire les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, et de la consommation de énergie fossile, hein, charbon, gaz, pétrole, pour pouvoir tendre vers cette neutralité carbone, car les deux sont intrinsèquement liés. Et donc, dans ces scénarios-là, il y a 4 institutions, hein. Alors, il y a Shift Project qui est un think tank, il y a RTE qui est un réseau de transport, il y a Negawatt qui est une association de la transition énergétique, et puis il y a l'ADEME, hein, qui est l'agence de l'environnement, qui est liée au ministère de l'écologie. Et en fait, ces 4 institutions, elles vous proposent des scénarios. Alors,
ce que je vous invite à faire, c'est d'aller les regarder de plus près parce qu'ils permettent de dresser au moins un chemin, de voir un peu. C'est comme si vous lisiez le rapport du GIEC. En fait, ce rapport du GIEC, il y a quand même une partie qui vous permet aussi de la ramener à votre réalité d'entreprise et à vous permettre de vous projeter dans ce futur qui n'est pas si loin que ça. On parle d'une génération pour 2050. Je mets de côté 2100. Et donc, sur la slide suivante, de partir de ces scénarios, ça permet à vous, de ce que disait Aurélie, d'écrire votre propre récit. C'est quoi dans mon entreprise, quand je parle de neutralité carbone, quel récit j'ai envie de raconter à mes salariés, à mes clients, à mes fournisseurs. En fait, c'est ce travail un peu posé sur un tableau et après, on va construire un argumentaire derrière qui vous permet de vendre différemment, peut-être de toucher un nouveau public, peut-être de travailler avec de nouveaux fournisseurs. En fait, c'est comment je mets en mots mon travail que j'ai fait de poser sur papier mes déterminants physiques et comment je les ai vus évoluer quand je dois m'adapter au réchauffement climatique ou quand je dois réduire mes émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de mon activité. C'est simplement mettre en mots ce travail-là de déterminant, de poser sur papier et d'énumération de tout ce qui peut impacter votre activité économique. Et elle permet deux choses, donc les enjeux de transition, c'est à chaque fois l'idée de diversifier le mix énergétique. C'est-à-dire que si on parle de réduire les gaz à effet de serre, indéniablement, vous allez devoir mixer votre mix énergétique. Quand on dit sortir du pétrole, très bien, on sort du pétrole. Par contre, comment je vais demain avoir mon énergie et comment celle-ci va pouvoir se mixer, c'est-à-dire comment je vais pouvoir utiliser, électrifier certains usages, comment je vais faire de la sobriété dans d'autres, comment je vais devoir rénover, voire déménager quand la rénovation est trop coûteuse à l'échelle de mon entreprise. Donc ça, c'est important à voir, ce qu'on appelle le mix énergétique. Et ensuite, on a les conséquences physiques du réchauffement climatique. Ça, c'est ce que vous allez subir, vous, en tant qu'entreprise. Par exemple, le manque d'eau, on en parle depuis l'introduction, mais c'est vraiment un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant dans les années à venir. Ça va être l'élévation du niveau des mers si vous commercialisez sur le littoral. C'est le débit des fleuves. S'il y a une année où le fleuve il est bas, bah, ça a une incidence tout sur la chaîne de production pour certains produits, et notamment quand vous travaillez avec les pays type la Hollande ou l'Allemagne. Donc, en fait, tout ça, il faut le poser sur papier parce que simplement les dire, on n'anticipe pas. On fait juste des constats, on se dit juste, bon, allez, on va gérer l'aléa cette année, 2 ans, 3 ans, et puis quand cet aléa, il devient plus un aléa, mais vraiment une donnée statistique qui se reproduit d'année en année. On le sait pour les vagues de chaleur, on va le savoir pour la tension hydrique. Donc ça, il faut que vous l'intégrez comme faisant partie de votre business model. Et souvent, si vous entendez le budget carbone, c'est peut-être quelque chose qui va être aussi prôné dans les années à venir, eh bien, c'est la quantité totale de gaz à effet de serre qui nous reste à émettre pour limiter le réchauffement climatique. Grosso modo, si on veut rester en deçà des 2 degrés, ben, on a une quantité de carbone à encore émettre. À partir de cette quantité-là, quand elle sera émise, on va forcément aller vers un réchauffement plus important. Donc, toutes ces données-là, elles paraissent très techniques, très physiques, mais en fait, concrètement, et vous allez le voir, il y a des petits outils qui existent au-delà du bilan carbone. Elles vous permettent de vous dire, en fait, sortir des énergies fossiles, la sobriété qu'on entend souvent. En fait, la sobriété, c'est juste comment je diversifie mon mix énergétique. Parce qu'en fait, là, vous avez un graphe très simple. Vous avez donc, à partir du jaune, c'est ce qu'on appelle les énergies décarbonées, dites renouvelables. Donc, vous voyez le pourcentage aujourd'hui. Tout le reste, le noir, le bleu foncé et le gris, ce sont les énergies fossiles. Donc, indéniablement, même dans le futur, on ne pourra pas remplacer pour un. On ne pourra jamais produire en énergie renouvelable ce que nous permettent d'avoir accès et de consommer les énergies fossiles, même si on pousse les ENR au maximum, même si on pousse les EPR au maximum. Donc, quand dans les différents scénarios qui sont juste après, on vous parle de sobriété, c'est pas une sobriété parce qu'on a envie d'y aller, mais simplement cette sobriété, elle va être quantifiée physiquement pour pouvoir nous préparer à vivre dans un monde où l'énergie sera beaucoup moins abondante que le monde carboné que nous connaissons, puisque nous avons une très forte dépendance aux énergies fossiles. Et dans la slide juste après, quand vous voyez les différents scénarios, tous, sans exception, quel que ce soit un think tank, le ministère, des associations, parlent de sobriété.
Donc la sobriété, c'est pas la décroissance, c'est simplement qu'il va falloir faire avec moins d'énergie disponible. Donc ça veut dire moins gaspiller cette énergie, cibler les usages de cette énergie et comment également il faut la conserver. Donc ça veut dire la rénovation, comment mieux penser les usages, comment mieux penser l'électrification des besoins et tout ça avec la technologie qui va nous aider à différents niveaux. Donc là, vu le temps qui est un peu, voilà, qui presse, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail des scénarios. Je vous invite vraiment à les regarder. Il y a un petit outil super bien qui s'appelle Comprendre 2050 juste après. C'est un site qui a le mérite de reprendre l'ensemble des scénarios de ces institutions et qui fait un peu date dans la rigueur dans laquelle ils sont partis pour décrypter le monde, pour décrypter les transitions énergétiques. Et en fait, ça vous permet rapidement, de façon très pédagogique, de comprendre ces scénarios, de voir comment vous pouvez les adapter et surtout de vous permettre de mieux comprendre quand on parle de transition énergétique et de décrypter l'ensemble d'informations qu'on balance des fois sans vérifier, sans source, de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà. En tout cas, il a ce mérite-là de vous parler de puits de carbone, de c'est quoi la sobriété, c'est quoi l'efficacité énergétique, et vous permettre à vous, en tant qu'entreprise, de dire de faire peut-être des choix plus éclairés à l'avenir, en tout cas dans cette logique de sobriété énergétique. C'est vrai que c'est une belle boîte à outils dans laquelle on se plonge et on se perd un peu comme dans le dictionnaire illustré jadis. C'est ça, mais on y trouve des infos intéressantes et Oui, puis absolument. il y a plein de ressources, il y a plein de personnes qui peuvent vous accompagner là-dedans. On n'est jamais seul face à ces processus de décarbonation. En tout cas, il y a plein de solutions avec cette idée que, in fine, quels que soient les investissements que ça vous demande, il y a quand même du mieux, à la fois pour la planète, mais souvent pour votre porte-monnaie. Delphine, quelques exemples de supports, je pense, là. C'est ça, c'est vraiment quelques ressources. Alors, il en existe pléthore, mais en tout cas, je vous invite vraiment à être curieux sur ces sites-là et que vous puissiez vous-même faire votre propre compréhension, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, il y a beaucoup de fausses informations aussi qui circulent, et c'est important de se faire sa propre opinion. Voilà. Delphine, Aurélie, grand merci à vous pour cette belle prise de parole conjointe. Il nous reste à David à prendre les questions, si nous avons des questions, des réactions de la part des participants. Alors, pas dans la messagerie, mais peut-être que quelques personnes ont quelques mots à dire par rapport à l'intervention. Ils sont tous en train de réfléchir à leur stratégie. Et choisir leur chemin pour 2050. Voilà. Alors, on peut dire un petit mot sur Non, l'offre de du service. coup, je vais me permettre de prendre la parole, Jean-Valérie Oui, Sauvage. merci. Juste pour féliciter Aurélie, parce que on voit que sur une petite structure, on peut faire des choses concrètes avec des résultats. Là, j'ai eu sur les taux d'eau et d'électricité qui sont quand même conséquents. Donc, juste bravo, voilà. Merci à vous. C'est gentil. Merci. C'est un encouragement. C'est très gentil, merci. Si nous n'avons pas d'autres réactions, eh bien, je vous propose de redonner la parole à David, puisque nous avons également, nous aussi, des solutions à vous proposer. Voilà, simplement pour vous dire que vous n'êtes pas seul, en effet, l'OPCO peut vous accompagner sur la transition écologique énergétique. On a des informations à vous transmettre via notre site opcoep.fr. Vous pourrez trouver aussi des astuces, des informations sur mieux penser ses consommations. Nos webinaires donc sont enregistrés et peuvent être rediffusés en mode replay pour pouvoir s'approprier certaines thématiques que vous n'avez pas pu regarder en direct. Nous avons des actions collectives qu'on va pouvoir déployer très prochainement, notamment sur former un référent interne à l'entreprise, un salarié qui va pouvoir vous aider au niveau des dirigeants à déployer des actions. Nous avons de l'accompagnement, de l'appui conseil qui va permettre aussi de penser cette stratégie avec vous et de mettre en place ce plan d'action. Les prestations conseil ressources humaines sont aussi des manières d'impliquer les salariés
donc avec des cofinancements de l'État à nouveau, hein, donc c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur ces outils-là. Et puis, de manière plus classique, le plan de développement des compétences, toutes les branches ont pensé des lignes financières spécifiques à la transition écologique énergétique. L'alternance, les plus jeunes sont, comment dire, baignés dans cette culture-là et peuvent apporter des solutions, des manières de penser, de travailler différemment. Et le Fonds social européen va nous permettre de financer des plus gros projets. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller, votre conseillère. Merci David. Cyril, Bertrand, nous revenons vers vous pour le mot de la conclusion. Comme j'ai commencé, Bertrand, je te laisse volontiers la parole Ouais. et puis j'interviendrai après. Merci Cyril. Alors juste un petit mot, merci Philippe et David et Allo Coop pour ce webinaire. Merci à Delphine et Aurélie parce que vous avez été très clairs et très pratiques dans tout ce que vous avez dit. Finalement, on voit bien que les actions sont à la portée des TPE et que maintenant elles ont tout intérêt à les mener. Parce qu'avec les exemples d'Aurélie, on voit bien qu'effectivement, en plus, ça engendre, si on veut être que très pratique et qu'on ne fait pas d'écologie, on fait des économies quand même. Donc, au moins, on a intérêt à le faire. Et il y a un effet d'entraînement aussi, on en a parlé, mais l'effet d'entraînement avec la pédagogie vis-à-vis des salariés et des clients, en fait, on voit que les actions volontaires, ça fonctionne. J'ai aussi retenu le maître mot pour nos entreprises, hein, les petites entreprises, c'est du pas à pas. Mais ça avance lentement mais sûrement. Mais en fait, elles savent s'adapter, elles savent très bien le faire. Et ce que vous avez dit, c'est un encouragement à le faire pour ceux qui ne le feront pas et à accélérer pour ceux qui le font déjà. Merci pour tout ce que vous avez dit et montré. Merci Bertrand. Cyril? D'abord, vous dire un grand bravo et un immense merci. Sur un sujet comme ça, c'est pas forcément simple en 1 heure de temps d'arriver à la fois à présenter les grands enjeux globaux et d'atterrir à l'échelle microéconomique pour expliquer que on doit penser global et on peut agir local. J'ai entendu une nouvelle qui est rassurante dans un monde qui est parfois tellement anxiogène et désenchanté. C'est que la couche d'ozone était en train de se reformer, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter les efforts de diminution de carbone, hein, de gaz à effet de serre. Il faut au contraire, c'est une invitation au fait qu'il faut continuer. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, un immense bravo à Aurélie, c'est que là où il y a une volonté, il y a un chemin, et que là, c'est incarné et traduit. Et quand il y a une volonté, on embarque les autres, les collaborateurs, les clients, enfin l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Les résultats sont là, donc ça veut bien dire qu'écologie et économie, ça peut se conjuguer harmonieusement et qu'il n'y a pas de petites économies, c'est significatif, hein, le TRI. Et pour le coup, la quadrature du cercle est réalisée. Et donc, c'est des témoignages qui sont prometteurs et inspirants. À nous de les faire connaître pour embarquer bien d'autres entreprises parce que vraiment, c'est des démarches remarquablement vertueuses. Merci et bravo à toutes les deux. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Oui. Merci à vous tous hein, pour avoir participé à cet échange riche, ce moment constructif. Hein.